Dans la capsule précédente, nous avons vu comment traiter les données ce qu'on appelle les données brutes, c'est-à-dire des données qui ne sont pas groupées en tableaux. Donc, habituellement, des variables quantitatives dans lesquelles on a peu de données. Quand on a un nombre de données qui est plus grand, on a tendance à regrouper ces données-là dans un tableau. Alors, c'est ce qu'on va voir dans cette capsule et dans la prochaine. On va parler donc de variables quantitatives discrètes avec beaucoup de données, mais peu de valeurs différentes. Avant de parler de tableau de fréquence comme tel, commençons encore une fois par des définitions. Quand on parle de fréquence, on parle du nombre d'unités statistiques associées à une valeur ou à une modalité si on a une variable qualitative. Donc, dans le tableau que vous voyez à l'écran, on peut constater que la fréquence du nombre d'employés qui n'ont pas d'enfants, donc ceux dont le nombre d'enfants est de 0, la fréquence, elle est 8. Il y a 8 employés qui ont 0 enfants. L'autre définition, fréquence relative. C'est la fréquence, mais exprimée en pourcentage. Alors, toujours dans le tableau que vous avez, la fréquence relative du nombre d'employés qui n'ont pas d'enfants est de 32%. Et ça, on l'a obtenu en faisant 8 divisé par 25 fois 100. Voici justement le fameux tableau en question dont je vous parlais. Alors, c'est à ça que ça ressemble, un tableau de fréquence, et c'est avec ce genre de tableau-là qu'on va travailler dans cette capsule. Juste avant, quand on vous demande de produire un tableau comme celui-là, vous devez respecter certains critères de présentation. Par exemple, vous devez avoir un titre. Et les titres, ils sont toujours de la même forme. Alors, c'est toujours répartition des unités statistiques selon la variable. Alors, dans notre cas, on a réparti des employés de bureau selon leur nombre d'enfants. Alors, c'est comme ça que je vais exiger que vos titres soient présentés. Au-dessus de chaque colonne, bien sûr, il faut mettre les en-têtes. Donc, la première colonne, c'est toujours le nom de la variable. Donc, dans ce cas-ci, c'est le nombre d'enfants. Dans la deuxième colonne, c'est toujours le nombre d'unités statistiques. Donc, dans ce cas-ci, c'est le nombre d'employés. Dans la troisième colonne, c'est le pourcentage d'employés. Et on met le petit signe de pourcent pour indiquer que c'est en pourcentage. Donc, c'est toujours le pourcentage d'unités statistiques qu'on a. Et dans la dernière colonne, c'est le pourcentage cumulé d'unités statistiques et on met encore le symbole de pourcentage. Remarquez que la dernière colonne, elle n'est pas pertinente quand l'échelle de mesure est nominale. Donc, quand on a une variable qualitative à échelle nominale, on ne met pas cette colonne-là parce qu'il n'y a pas d'ordre entre les données et ce n'est pas pertinent. Qu'est-ce que c'est justement que cette colonne-là ici, des pourcentages cumulés? Ça nous indique, par exemple, le 80 qui est ici, ça nous indique qu'il y a 80% des employés qui ont un enfant ou moins. Parce que le 80, on l'obtient en faisant le total de 48 et 32. Donc, il y a 80% des employés qui ont un enfant ou moins. Et le 100 de la fin, il est obtenu en faisant 20 plus 48 plus 32, ce qui veut dire qu'il y a 100% des employés qui ont 2 enfants ou moins. Donc, aucun employé qui a plus que 2 enfants. Voilà donc ce qu'on veut voir dans un tableau de fréquence. Remarquez aussi une dernière chose, quand vous avez des données ici, quand la variable n'est pas nominale, donc soit qu'elle est ordinale ou qu'elle est quantitative, vous devez respecter l'ordre des données. Si elle est nominale, évidemment, il n'y a pas d'ordre. Pour représenter graphiquement un tableau comme celui-là que vous avez ici, la représentation qu'on utilise, c'est le diagramme à bâton. Le diagramme à bâton, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça ici. Donc, c'est un graphique qui ressemble un peu à ce qu'on appelle souvent un histogramme, mais remarquez que pour chaque valeur, ce qu'on a, c'est pas des bandes, mais des bâtons. Donc, on a un bâton pour 0, on a un bâton pour 1, on a un bâton pour 2. Et pourquoi on utilise des bâtons et non pas des bandes? C'est parce que rappelez-vous que notre variable, elle est quantitative discrète. Vous avez les valeurs 0, 1 et 2. On ne pourrait pas avoir la valeur, par exemple, 0,1. Alors, c'est pour ça que notre bâton, il est seulement au-dessus de la valeur 0. Même chose pour la valeur 1, on ne pourrait pas avoir 0,9 enfants ou 1,1 enfant. Donc, le bâton est simplement au-dessus de la valeur 1. Et même chose, bien sûr, pour la valeur 2. Remarquez que dans le diagramme à bâton, vous avez toujours un titre.
le même que le même titre que le tableau. Vous devez identifier vos axes, bien sûr. Donc, nombre d'enfants sur l'axe des X, pourcentage d'employés sur l'axe des Y. Mettre, bien sûr, vos pourcentages au-dessus de chaque bâton. On appelle ça les étiquettes de données. Voilà, donc c'est à ça que ça ressemble, donc un diagramme à bâton. Alors, on va présenter maintenant les mesures de tendance centrale et tout au long de la présentation, donc je vais travailler avec ce tableau-là que vous avez dans vos notes de cours. Donc, commençons par le mode. Alors, le mode, vous vous rappelez, on avait dit que c'était la mesure qui revenait, la valeur qui revenait le plus souvent. Ben, dans ce tableau-ci, la valeur qui revient le plus souvent, c'est la valeur 7, hein, qui est là 80 fois. Alors, ça veut dire que le mode est égal à 7 vêtements. Le sens dans le contexte, bien, on va dire le plus fréquemment, les couturières de l'échantillon ont produit 7 vêtements dans la journée. Alors, regardons maintenant comment on va calculer une médiane avec un tableau comme ceux qu'on a vus. Quand on veut calculer la médiane, je vous rappelle que la médiane, hein, c'est la donnée qui se situe au centre de la série de données une fois qu'elle est mise en ordre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que s'il n'y a aucun pourcentage cumulé qui correspond à 50%, ben, la médiane, elle correspond à la donnée associée au premier pourcentage cumulé qui dépasse 50%. Donc, dans ce cas-ci, quand je regarde mes pourcentages cumulés, ben, le premier qui dépasse 50%, c'est celui-là ici, c'est le 82. Alors, ça veut dire que ma médiane, elle va être égale à 7. Si jamais il y a un pourcentage cumulé qui est égal à 50%, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ben, on effectue la moyenne entre cette donnée-là où on atteint le 50% et la donnée suivante. Ce n'est pas le cas dans notre tableau ici, alors je reviens à cet exemple-là. Donc, ma médiane, ben, elle va être égale à 7. Donc, ça veut dire que ma médiane, c'est 7 vêtements. Quand je vais interpréter le sens dans le contexte, ben, je ne pourrais pas dire qu'il y a exactement la moitié des couturières qui ont produit moins de 7 vêtements. C'est pas vrai, il y en a 42% seulement qui ont fait ça. Par contre, si j'inclus le 7 dedans, je peux dire qu'il y a au moins la moitié des couturières qui ont produit 7 vêtements ou moins. Alors, le sens dans le contexte sera le suivant. Je vais dire au moins la moitié des couturières de l'échantillon ont produit 7 vêtements ou moins dans une journée. Et j'aurais également pu dire qu'il y a au moins la moitié des couturières de l'échantillon qui ont produit 7 vêtements ou plus dans la journée. Pour la moyenne, ben, comment on va procéder pour le calcul de la moyenne? Vous avez à l'écran les formules qu'on doit utiliser. Les formules sont pas très intéressantes, dans le fond, on va plus la comprendre intuitivement. Rappelez-vous que quand on calcule une moyenne, on fait la somme de toutes les données et on divise par le nombre total. Ben, dans ce tableau-là, ben, vous avez dans le fond 24 fois la donnée 5, 60 fois la donnée 6, etc. Alors, on va faire tous ces produits-là. On va additionner et on va diviser par le total. Alors, voici le calcul de la moyenne, donc, comment on doit le faire. Donc, on fait 24 fois 5 parce qu'on a 24 fois la donnée 5, 60 fois 6 parce qu'on a 60 fois la donnée 6, etc. On divise par le grand total de 200 et ça donne 6,64 vêtements. Alors, le sens dans le contexte, on dira que si toutes les couturières de l'échantillon avaient produit le même nombre de vêtements dans la journée, ben, elles auraient produit chacune 6,64 vêtements. Encore une fois, je vous le redis, c'est très important que vous appreniez à utiliser les touches statistiques de votre calculatrice. Alors, regardez les capsules vidéo et s'il y a un problème, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi. On va maintenant parler des mesures de dispersion. Alors, encore une fois, l'étendue. Donc, je vous rappelle que l'étendue, c'est l'écart entre la plus grande donnée et la plus petite. Ben, dans ce tableau, la plus grande donnée, c'est 8. La plus petite donnée, c'est 5. Alors, l'étendue, ben, il est de 3 vêtements. Alors, on peut dire dans le contexte qu'il y a un écart de 3 vêtements entre la couturière de l'échantillon qui a produit le plus de vêtements et celle qui en a produit le moins. Autre mesure de dispersion importante, ben, c'est la variance et l'écart type. Pour la variance, ben, voici les formules qu'on a pour les variances.
Formule que vous n'utiliserez pas vraiment si vous connaissez votre calculatrice et si vous êtes capable de l'utiliser adéquatement. Juste vous préciser dans la formule que les NI que vous voyez là et là sont en fait les fréquences de la variable. Les XI sont les valeurs de la variable. Mu, bien sûr, désigne la moyenne de la population. X bar désigne la moyenne de l'échantillon. Et on divise par n si on a une population et par n-1 si on a un échantillon. Rappelez-vous que plus la variance est petite, moins les données sont dispersées. Et l'écart type, lui, s'obtient en faisant la racine carrée de la variance. Concernant le coefficient de variation, ben, lui aussi, on l'obtient en prenant l'écart type divisé par la moyenne fois 100. Alors, ça ne change pas du tout avec ce que vous avez vu dans la capsule précédente. Alors, regardons l'exemple de calcul de la variance qu'on va faire à partir du même tableau que vous avez vu précédemment. Alors, je vous rappelle que la moyenne était de 6,64 vêtements. Je vous rappelle également qu'il s'agit d'un échantillon. Alors, c'est pour ça qu'on prend X bar pour représenter la moyenne. Et pour le calcul de la variance, comment on le fait? Ben, je vous disais tout à l'heure, on prend la fréquence, 24, et on multiplie par 5 moins la moyenne au carré. Ensuite, on prend la fréquence de 60, on multiplie par 6 moins la moyenne au carré, et on fait ça pour chacune des lignes. Et comme il s'agit d'un échantillon, ben on divise par 200 moins 1, donc par 199, ce qui nous donne une variance de 0,8346 vêtements carrés. Pour l'écart type maintenant, toujours à partir du même tableau, je vous rappelle que la variance est de 0,8346. Alors l'écart type, ben, on fait la racine carrée de la variance et on obtient 0,9135 vêtements. Donc c'est la variance. Et pour le coefficient de variation, ben, je vous rappelle que le coefficient de variation, ben, c'est l'écart type sur la moyenne fois 100. Donc ça donne un coefficient de variation de 13,76%. Quand on effectue les calculs avec notre calculatrice, c'est toujours préférable de garder le plus de chiffres possible après la virgule. Et là, je vais encore une fois radoter en vous disant l'importance de connaître les fonctions statistiques de votre calculatrice et d'apprendre, entre autres, comment calculer un écart type et une variance avec votre calculatrice. Avec ce qu'on a vu dans cette capsule, ben, vous devriez maintenant être en mesure de compléter les exercices de la section 2.3.2.5. À la prochaine!